partie de présentation avec le traitement des tumeurs avancées ou métastatiques avec deux auteurs, Luna Levin et Jean-Jacques Patard. Jean-Jacques Patard est fameux après ses articles dans le New York récent, c'est de lui qui vient de très important au niveau littérature du cancer du rein, en sachant qu'il a beaucoup publié là-dessus. Et Luna Levin également fait pas mal de travaux là-dessus et il vient de présenter le traitement du cancer du rein avancé. Bonjour à tous. D'abord, je voudrais remercier les organisateurs de cette journée et en particulier mon ami professeur Claude Laboulle de m'avoir invité à m'exprimer dans cette enceinte solennelle qui n'est pas sans rappeler mon ancienne maison, l'école des Val-de-Grâce. Pourquoi un traitement systémique pour le cancer du rein métastatique? Eh bien parce qu'on l'a déjà dit précédemment, le pronostic du cancer du rein métastatique reste extrêmement défavorable, quel que soit finalement le groupe pronostic, selon les critères, vous les connaissez, de la classification de Motzer, que les patients soient de mauvais pronostic, de pronostic intermédiaire ou entre guillemets de bon pronostic, eh bien les médianes de survie restent extrêmement défavorables, entre 4 et 20 mois, même si on a tous connu effectivement quelques cas insolites de récidive métachrone tardive sous la forme oligométastatique avec une faible masse tumorale. Il n'en reste pas moins que le cancer du rein métastatique est une maladie de pronostic extrêmement sévère et qui nécessite donc une prise en charge systémique. Alors, le premier traitement systémique du cancer du rein métastatique, je ne dis pas ça parce que nous sommes à l'Académie de chirurgie, ce n'est pas une flagornerie, mais le premier traitement systémique, finalement, c'est la chirurgie. Je suis oncologue, mais je le dis bien franchement, c'est la chirurgie. Et tout à l'heure, le professeur Patard, à la suite de mes quelques diapos, complétera cet argument-là. La chirurgie, qu'il s'agisse de l'exérèse de la tumeur primitive avec un bénéfice en survie globale quand le patient est en bon état général, donc non pas dans le groupe de mauvais pronostic, mais également la chirurgie de ces métastases quand elles sont peu nombreuses et métachrone, notamment tardive, que nous disions à l'instant. La chirurgie, d'accord, mais on a besoin, compte tenu de ce pronostic extrêmement défavorable, de traitements médicamenteux pour nous aider à améliorer la survie. Alors, classiquement, on a considéré que le cancer du rein métastatique était résistant à la chimiothérapie. Et c'est vrai que le niveau de preuve concernant l'efficacité de tel traitement dans cette indication reste faible, même si avant l'ère des thérapies ciblées, c'est-à-dire avant 2006, nous utilisions des chimiothérapies comme la gemcitabine, éventuellement le 5-fluorouracil, avec parfois des réussites non négligeables. Enfin, quoi qu'il en soit, à tort ou à raison, le cancer du rein métastatique est considéré comme chimio-résistant et on a donc dû développer des traitements systémiques alternatifs. Le premier de ce traitement systémique alternatif, ce sont les immunothérapies dans les années 80. Les immunothérapies, tout d'abord par cytokine recombinante, c'est donc le traitement systémique, je dirais, historique, qui a été récemment revisité sous la forme d'anticorps monoclonaux inhibiteurs des fameux checkpoints immunitaires. Nous allons le développer un petit peu. Mais aussi, bien sûr, deuxième grand traitement systémique, et on en a déjà parlé tout à l'heure à travers ce très bel exposé de Mme Rioux-Leclerc et des commentaires de M. Timsit, la voie de l'angiogénèse et son ciblage. Et puis également, troisième possibilité, les cibles, je dirais, intracellulaires, la voie mTOR ou un autre récepteur transmembranaire, on en a parlé également un petit peu déjà, la voie de CENET. Alors l'immunothérapie qui est le traitement systémique historique, nous allons en parler finalement en dernier lieu, puisque, comme je vous le disais à l'instant, il a été revisité et il va probablement découler de cela des possibilités dans le futur extrêmement importantes. Nous allons en parler par la suite. Tout d'abord, j'aimerais commencer par la voie de l'angiogénèse. Alors pourquoi cibler l'angiogénèse? On nous l'a dit tout à l'heure. Finalement, que ce cancer du rein soit sporadique, ce qui est quand même la grande majorité des cas, ou
s'inscrivent dans une prédisposition génétique. On a donc finalement une anomalie du gène VHL suppresseur de tumeur avec une hyper-expression du facteur induit par l'hypoxie et donc une hyperactivité de la voie d'angiogénèse du fameux VEGF et donc de ces récepteurs transmembranaires qui vont activer l'angiogénèse et le pouvoir finalement métastatique de ce cancer du rein. Comment cibler l'angiogénèse? On l'a un petit peu vu tout à l'heure. On peut la cibler soit par un anticorps monoclonal. Alors je cherche le pointeur. C'est là que j'ai fait l'ordinateur. C'est là? Ok, super, merci. Voilà, soit par un anticorps monoclonal tel que le bevacizumab qui va venir donc inhiber directement le VEGF, soit par des inhibiteurs de tyrosine kinase qui vont venir inhiber le récepteur au VEGF, un récepteur transmembranaire, donc comme on dit à activité tyrosine kinase, et qui a pour conséquence d'activer la prolifération de l'angiogénèse et la prolifération tumorale. Concernant l'anticorps monoclonal, le bevacizumab, qui va venir donc inhiber le VEGF, plus précisément le VEGF-A, qui se lie, comme vous pouvez le voir sur cette diapositive, aux récepteurs 1 et 2 du VEGF. L'action de ce bevacizumab va se traduire par l'inhibition de la synthèse de nouveaux capillaires tumoraux, la résorption de néo-vaisseaux précédemment formés et également une reperméabilisation des vaisseaux qui vont pouvoir redevenir sensibles aux mécanismes de contrôle du micro-environnement. Ce bevacizumab a été testé en association à l'interféron et avait permis de démontrer une augmentation de la survie sans progression en première ligne de traitement chez des patients atteints de cancer du rein métastatique. Mais oui, comme vous le faites constater, effectivement, ce bénéfice en survie sans progression restait assez ténu, même s'il était statistiquement significatif, et surtout, il ne se traduisait pas par un bénéfice en survie globale. Ce bevacizumab, par ailleurs, pouvait avoir un certain nombre de complications, en particulier d'hypertension artérielle, de thrombose veineuse ou artérielle. Et j'en parle à l'imparfait, puisque vous savez que depuis le 1er septembre, nos autorités de tutelle ont pris la décision de dérembourser l'Avastin dans cette indication qu'on ne peut donc plus utiliser. Heureusement, d'autres thérapeutiques inhibent la voie de l'angiogénèse. C'est 2006, vous vous souvenez, les premières autorisations temporaires d'utilisation pour le sunitinib, le Sutent, et le sorafenib, le Nexavar. Ces drogues-là sont donc des inhibiteurs du récepteur transmembranaire et vont donc inhiber en aval la cascade d'activation de l'angiogénèse et de la prolifération tumorale. Le sunitinib avait été testé en première ligne thérapeutique, le sorafenib en cas d'échec ou d'impossibilité aux cytokines, et ces deux drogues démontraient une augmentation de la survie sans progression, mais toujours pas de bénéfice en survie globale. Pour l'instant, les autorités de tutelle, malgré cela, nous les remboursent toujours. Par ailleurs, ces anti-angiogéniques par voie orale peuvent avoir un certain nombre d'effets secondaires, notamment sur la sphère cardiovasculaire, telle que l'hypertension artérielle et les thromboses, mais aussi un syndrome à pied parfois extrêmement important, comme vous pouvez le voir ici sur cette photographie. La famille s'est progressivement agrandie avec en 2011 et 2012 l'arrivée de deux autres inhibiteurs oraux de tyrosine kinase, le pazopanib, Votriante, et l'axitinib ou Inlyta. Le pazopanib a été positionné en première ligne métastatique, par comparaison, dans un premier temps, au placebo, avec là encore une augmentation significative de la survie sans progression, mais pas de la survie globale, toujours pas. Puis en confrontation directe avec le sunitinib, où finalement les performances du pazopanib étaient équivalentes, mais avec un profil de tolérance réputé un peu meilleur. Quant à l'axitinib, il s'est positionné, lui, en deuxième ligne thérapeutique et s'était comparé au sorafenib, au Nexavar,
et il démontrait une augmentation significative de la survie, toujours sans progression, face au Nexavar. Donc, une famille d'inhibiteurs d'athérosine kinase de plus en plus vaste, mais finalement, à ce jour, un bénéfice en survie sans progression, mais toujours pas de révolution en termes de survie globale, et toujours pas, pour revenir sur ce que disait M. Timsit tout à l'heure, toujours pas de facteur prédictif de la réponse à ces traitements anti-angiogéniques. L'autre possibilité de traitement, en dehors de cibler la voie de l'angiogénèse, était donc de cibler des anomalies moléculaires intracytoplasmiques, telles que la voie mTOR, on en a parlé tout à l'heure, la voie PI3K-AKT mTOR, qui est également responsable de l'activation de la prolifération cellulaire et de la voie de l'angiogénèse, d'ailleurs, indirectement. Deux molécules sont capables de cibler cette voie de mTOR. La première, et on est toujours en 2007 en matière de publication, c'est le tansérolimus, c'est-à-dire le Toricet, par voie intraveineuse, qui avait été positionné, vous vous souvenez sûrement, en première ligne métastatique du cancer du rein, métastatique, dit de mauvais pronostic. Et là, au miracle, pour la première fois, on avait un bénéfice en survie globale pour ce sous-groupe de patients de mauvais pronostic. Et puis, un an plus tard, c'est l'éverolimus ou Afinitor, un traitement par voie orale, qui a été positionné en deuxième ligne de traitement du cancer du rein métastatique. Par comparaison au placebo, il offrait une augmentation de la survie sans progression, mais toujours pas de la survie globale. Vous allez voir dans les plaques suivantes que Afinitor a été depuis, je dirais, supplanté par les alternatives suivantes. Les alternatives suivantes, eh bien, c'est justement de cibler un autre récepteur à activité tyrosine kinase, on en a dit un mot tout à l'heure, c'est le fameux c-MET. Alors, il faut savoir que cette voie c-MET, ce récepteur transmembranaire à activité tyrosine kinase, cette voie-là est hyperactivée en cas de résistance acquise à un traitement anti-angiogénique. C'est la raison pour laquelle le cabozantinib a donc été positionné en deuxième ligne de traitement du cancer du rein métastatique après échec d'un traitement anti-angiogénique. Sur la droite de cette plaque, vous avez les résultats en survie sans progression présentés à l'ESMO l'année dernière de la comparaison du cabozantinib à l'éverolimus dont on parlait sur la plaque précédente. Et vous voyez qu'il y a là pour cette fois-ci un delta vraiment significatif statistiquement et cliniquement en faveur du cabozantinib versus l'éverolimus, donc à l'ESMO 2015. Et puis, vous savez qu'au mois de juin 2016, la mise à jour des données de cet essai de phase 3, qu'on appelle Météor, a permis de mettre un bénéfice en survie globale, ce qui est quand même suffisamment rare pour être souligné, notamment en deuxième ligne de traitement. Le cabozantinib, pour l'instant, est disponible en ATU de cohorte et sera rapidement disponible en pratique courante. Alors la troisième voie du traitement systémique du cancer du rein métastatique, c'est la voie à la fois historique et la voie du futur, c'est la voie de l'immunothérapie. Dans les années 80, on avait développé les cytokines recombinantes, l'interleukine 2 et l'interféron, mais vous savez que ce soit en monothérapie ou en association, les taux de réponse étaient malheureusement beaucoup trop faibles, aux alentours de 10%, les résultats étaient très inconstants, même si on a tous dans nos patientèles un ou deux patients qui ont pu réchapper à leur maladie métastatique grâce à cette immunothérapie historique, mais au prix souvent d'une toxicité effroyable, avec des syndromes mélancoliques, des syndromes de fuite capillaire ou des complications neurologiques gravissimes. Donc il était indispensable évidemment d'améliorer les performances de cette immunothérapie, et c'est grâce au progrès finalement des thérapies ciblées, et en particulier des anticorps monoclonaux tels que le bevacizumab, qu'on a pu, en croisant finalement ces deux concepts, celui de l'immunothérapie et celui de la technologie de l'anticorps monoclonal, créer des anticorps monoclonaux qui vont venir inhiber les checkpoints immunitaires. C'est quoi ces checkpoints immunitaires?
eh bien, ce sont des récepteurs à la surface des lymphocytes T cytotoxiques. Ces récepteurs, on en a identifié 2 d'intérêt thérapeutique immédiat, c'est le CTLA4, dont on ne parlera pas beaucoup pour le cancer du rein, et le PD-1, dont on va parler plus, et d'ailleurs on en a déjà un peu parlé tout à l'heure. Ces récepteurs-là, lorsqu'ils sont stimulés, sont responsables d'un endormissement du lymphocyte T cytotoxique, c'est-à-dire d'une immunodépression et d'une diminution de la réponse antitumorale spécifique. Le mécanisme d'action de ces inhibiteurs, de ces anticorps monoclonaux, je vais accélérer, est de venir empêcher la liaison entre ce récepteur PD-1 à la surface du lymphocyte T cytotoxique et son ligand qui est donc le PDL1, et qui est présenté soit par la cellule cancéreuse, soit éventuellement par les cellules présentatrices de l'antigène. On dispose aujourd'hui de 3 anticorps qui sont capables de bloquer cette relation-là. 2 anticorps, le nivolumab et le pembrolizumab, qui sont capables d'inhiber cette relation en bloquant le PD-1. Il y a un 3e anticorps qu'on appelle l'atezolizumab, capable d'inhiber cette relation en bloquant le ligand. Les premiers résultats ont été présentés à l'ESMO 2015. La molécule la plus avancée dans ce domaine est donc le nivolumab, un inhibiteur du PD-1. Ce nivolumab, qui avait été comparé à l'éverolimus, vous vous souvenez, cette drogue utilisée d'affiniteurs en 2e ligne métastatique, eh bien, ce nivolumab est capable, comme vous le voyez sur ces courbes de Kaplan-Meier, d'augmenter non seulement la survie sans progression, mais là encore la survie globale, une belle performance pour une maladie qui est en 2e ligne métastatique. Augmentation de la survie globale, mais effectivement à ce jour, toujours pas de biomarqueurs disponibles, notamment par rapport au taux circulant de PD-1 ou PD-L1. Ce que je voulais juste dire dans les 2-3 plaques qui viennent, c'est que cette immunothérapie dans le cadre du cancer du rein n'est pas une mode thérapeutique, mais bien une lame de fond de traitement, parce que cette immunothérapie a déjà fait ses preuves dans le mélanome, comme vous pouvez le voir sur ces différentes courbes de survie, ou dans le cancer du poumon métastatique, où l'on peut constater l'apparition, dans ces courbes de Kaplan-Meier, de plateaux, c'est-à-dire de patients qui sont de longs survivants, peut-être même de patients guéris dans le lot, on ne le sait pas encore, l'histoire nous le dira, mais en tout cas de longs survivants. D'autres indications pour l'immunothérapie en dehors du mélanome et du cancer du poumon sont en développement, telles que la maladie de Hodgkin avec des résultats absolument spectaculaires, ou le cancer du côlon avec prédisposition génétique. En urologie, outre le cancer du rein et ce bénéfice en survie globale que nous venons de voir, il y a également un positionnement dans le cancer de vessie métastatique avec là encore des bénéfices attendus extrêmement importants. Si vous m'accordez 2 minutes, je voudrais juste vous dire 2 mots sur... très rapidement, juste pour vous dire, dans le maniement de cette immunothérapie, il va falloir apprendre à la manier, car nous pouvons avoir des réponses retardées et même des aspects de pseudo-progression. C'est-à-dire qu'après initiation de l'immunothérapie, la réaction immunitaire générée par ce traitement va donner un aspect d'augmentation de taille ou d'intensité métabolique, si c'est un septicénaire, des lésions précédemment notées. Et il existe donc des critères d'évaluation spécifiques pour les traitements par immunothérapie, qui consistent, lorsque vous constatez l'apparition d'une nouvelle lésion ou l'augmentation de taille des lésions précédemment notées, à recontrôler 4 semaines plus tard votre imagerie pour confirmer ou infirmer cet aspect de progression tumorale. Les effets secondaires d'immunothérapie, il y en a très très peu. Ils sont le plus souvent bénins, ils concernent la sphère cutanée et digestive. On peut avoir parfois des complications plus rares mais plus sévères, endocriniennes ou neurologiques. L'avenir, c'est le développement de ces immunothérapies et l'apparition de biomarqueurs, on le souhaite, des combinaisons thérapeutiques entre thérapie ciblée et immunothérapie, et puis les approches multimodales entre la chirurgie et les traitements systémiques, même en phase métastatique,
On l'a déjà démontré en phase adjuvante, avec ce très beau papier récent, notamment co-signé par le professeur Patam, à qui je donne la parole. Je remercie mes maîtres, le professeur Lobel et à vous de m'avoir invité à cette séance de l'Académie pour donner ce commentaire sur le traitement du cancer du rein métastatique. Et ce commentaire après le développement des thérapies médicales et les progrès incontestables qu'ils apportent aux patients et probablement en termes de survie maintenant. La question pour les chirurgiens, c'est est-ce qu'il existe un rôle pour la chirurgie en situation métastatique? On a bien montré qu'il y avait un intérêt à traiter évidemment les petites tumeurs, même les tumeurs localement avancées, quitte à faire des chirurgies extrêmement étendues, mais en situation métastatique, est-ce que ça a un rôle? Quelles sont les données dont on dispose? Il y a des études randomisées qui datent de l'époque de l'immunothérapie première génération interféron, où on avait montré que néphrectomiser le patient procurait un gain en termes de survie pour ces patients, donc chirurgie de la tumeur primaire suivie par un traitement systémique. Est-ce que c'est toujours vrai maintenant qu'on utilise des thérapies beaucoup plus efficaces et notamment dans l'ère des traitements anti-angiogéniques? Nous ne disposons pour l'instant que de données rétrospectives et toutes les données d'études rétrospectives vont dans le même sens, avec tous les biais que cela peut évidemment comporter. Il existe un gain de survie apporté par la néphrectomie chez ces patients qui vont être traités par des anti-angiogéniques comme le Sutent ou comme le sorafenib ou comme le pazopanib. Et ce gain, ce qui semble relativement intéressant, c'est comme dans les études de l'immunothérapie, il semble être dans les patients de bon pronostic. Et toutes les études vont dans le même sens. Je vous cite celle-ci car c'est une étude de groupe, mais toutes les études rétrospectives vont dans ce même sens. Donc quelle est notre attitude pratique aujourd'hui face à une situation métastatique? Il y a ce cas typique d'une très grosse tumeur, éventuellement symptomatique, avec une charge métastatique qui en revanche est minimale. Dans ce cas-là, avec un patient qui a un bon performance status, ça a tout à fait du sens de retirer l'essentiel de la masse tumorale et de faire une néphrectomie totale. A l'inverse, dans un cas où on a une maladie plurimétastatique avec des critères de mauvais pronostic, avec un mauvais performance status, avec une charge métastatique plus importante en dehors du rein que dans le rein, ça ne fait pas de sens de retirer le rein à ce patient, et c'est au contraire, ça peut potentiellement lui faire perdre des chances de survie. Et puis il y a le cas intermédiaire, qui est en réalité la situation la plus fréquente, où en réalité, on ne sait pas, on n'a pas d'études randomisées qui nous montrent un bénéfice à la néphrectomie actuellement. C'est le cas donc d'un patient avec un bon performance status, qui a un pronostic bon ou intermédiaire, et qui a une tumeur primitive non symptomatique. Il y a une étude randomisée, c'est une étude française, donc qui est dirigée par Arnaud Méjean. Cette étude devrait répondre à la question du rôle de la néphrectomie en situation métastatique. Étude randomisée comparant néphrectomie suivie par sunitinib comparée à sunitinib. Et on approche de la fin des inclusions et, je l'espère, on aura la réponse à la question. En attendant, quelles sont les recommandations pour l'affût en 2016? Chez les patients en deux pronostics bons ou intermédiaires, on va proposer une néphrectomie en situation métastatique, en évidemment faisant l'effort d'inclure un maximum de patients dans ce protocole randomisé français. Chez les patients de mauvais pronostic, en revanche, il n'y a pas de rôle pour la néphrectomie. Et puis, il faut insister bien sûr sur le fait que chez les patients oligométastatiques, la chirurgie de la métastase a tout son rôle
et ça permet éventuellement aux patients d'avoir des survies prolongées et de retarder au maximum la mise en place d'un traitement systémique. Donc les conclusions globales, c'est qu'on a véritablement vécu une révolution en termes de traitement avec l'arrivée des antiangiogéniques en phase métastatique. Et on estime globalement, si on regarde un petit peu ce qu'était la survie à l'époque de l'immunothérapie première génération, à ce qu'elle est maintenant, qu'on a triplé la médiane de survie de ces patients. Il y a une deuxième révolution qui est en train d'arriver depuis 2015, qui est donc celle de l'immunothérapie avec des thérapies ciblées, qui ouvre la possibilité de meilleures réponses, voire de rémission complète. Et depuis 2016, il y a une dernière communication au Congrès européen d'oncologie médicale, on voit apparaître des associations entre les anti-angiogéniques et des thérapies et des immunothérapies ciblées, avec des taux de réponse qu'on n'avait jamais connus jusqu'alors, qui sont de l'ordre de 80%. Et donc ça ouvre vraiment la perspective de rémission complète chez les patients, éventuellement aidés par la chirurgie de manière prolongée. Le rôle de la néphrectomie sera peut-être établi par l'étude randomisée pour les anti-angiogéniques, mais après restera le problème, c'est que cette étude a été ouverte avec le SUTEN quand il est apparu, et que si le schéma thérapeutique change et que nous avons l'immunothérapie qui arrive, eh bien peut-être que la question sera encore à reposer du rôle de la néphrectomie dans l'avenir pour la survie de ces patients. Merci. Je voudrais faire un commentaire sur le traitement de tumeur initiale, parce que c'est un problème qui se pose pour à peu près toutes les tumeurs. Et aujourd'hui, l'idée que tu as avancée, que l'on retrouve maintenant même dans la prostate, c'est que les tumeurs avec peu de métastases, on va jusqu'à dire moins de 4 métastases, sont des tumeurs, c'est un groupe, c'est une famille. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un échange entre ces métastases qui sont peu nombreuses et la tumeur primitive. Et dans une famille, quand tu retires les parents et que les autres sont jeunes, les enfants vont mal. C'est-à-dire qu'en fait, les métastases vont mal. Vont mal dans le bon sens du terme pour nous, pour dire que le patient va mieux. Et c'est un concept qui est en train d'évoluer à partir de certaines expériences. Par exemple, pour le cancer de la prostate, les Allemands avaient montré qu'on pouvait enlever la prostate de patients métastasés au niveau ganglionnaire et on améliorait la survie. Et maintenant, le concept s'est affiné en disant jusqu'à 4 métastases, c'est bon. Au-delà, c'est pas bon, parce qu'au-delà, le traitement des tumeurs primitives devient inutile. C'est tout à fait en miroir de ce que tu as dit, et c'est vraiment une évolution qui est intéressante au niveau conceptuel. La chirurgie serait une forme d'immunothérapie. Ouais. Oui. D'ailleurs, il y avait des cas de régression de la maladie métastatique avec une chirurgie, c'est classique, mais si on voit pas assez souvent. Et puis dans ton exemple, quand même, quand tu supprimes les parents et qu'il y a 4 enfants, parfois c'est la bataille réglée au niveau des enfants. Donc est-ce qu'ils s'altèrent tous ou au contraire ils se développent, je ne sais pas.